où nous allons jouer de la musique avec Compose multiplateforme. Déjà, merci. Bon, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Bon, déjà, c'est le premier jour du Dev Lille, et aussi parce que vous venez de sortir une superbe application qui est un music player qu'on a brandé de Groovebox. C'est en exclusivité au Dev Lille 2025, donc félicitations à vous. Vous venez de sortir ça. Donc c'est un player musical parce qu'on avait envie de jouer de la musique sur notre téléphone, mais pas que, parce qu'on a aussi un iPhone, un Android, on a aussi du desktop. Et on s'est dit, bah, je suis solo-entrepreneur, et j'ai envie de créer mon propre projet, qui est une expérience, tout simplement. Et pour ça, en fait, je n'ai pas envie de me restreindre à une technologie qui va devoir être dupliquée sur une plateforme ou une autre. Donc là, on est vraiment dans les phases de cross-plateforme. Donc l'application qu'on a développée, c'est Groovebox, une petite application de player qui est disponible sur iOS, sur Android, sur iPhone. C'est une application qui va nous permettre de jouer de la musique avec Compose multiplateforme et de devenir riche, évidemment. Bon, tout ça, c'est un prétexte, évidemment. Ce que je voulais dans ce talk, c'est qu'on se projette plutôt dans une idée de, voilà, je suis quelqu'un qui va travailler, qui a des idées. Et en fait, je ne vais pas me restreindre à seulement plusieurs technologies iOS, Android. Je veux essayer d'aller vite, itérer. Et pour ça, en fait, Compose multiplateforme est parfait. Donc l'idée, pour ceux qui n'en a jamais fait du Compose multiplateforme, ouais, donc il y a beaucoup de mains, donc c'est top. Alors, je vais vous partager au fur et à mesure de la présentation différents aspects techniques de la technologie. L'idée, c'est que vous fassiez votre propre avis. Je pense que pour que vous fassiez votre propre avis, ce qui est important, c'est qu'on regarde tous ensemble comment ça marche d'un point de vue très macro vers quelque chose un peu bas niveau. D'où en fait ce fil rouge de Groovebox, qui est donc un prétexte pour qu'on puisse aller progressivement bas niveau pour voir comment fonctionne Compose multiplateforme sous le capot. L'agenda du jour, ça va être forcément du Kotlin. Qui n'a pas fait de Kotlin dans la salle? Ok. Donc on va parler de Kotlin, on va parler de Kotlin multiplateforme, forcément on va parler de Jetpack Compose, on va parler aussi de Compose multiplateforme, qui est un agrégat des deux. On va avoir une petite partie audio, puisqu'on fait une super appli Groovebox, et forcément on va voir une mise en œuvre de Compose multiplateforme au travers de notre petit projet Groovebox. Alors, la première partie, Kotlin. Donc, je vais m'attarder 2 secondes, puisque pas mal de personnes dans la salle n'ont pas fait de Kotlin sur qu'est-ce que Kotlin. Kotlin, c'est donc un langage moderne. À la base, ça a été construit vraiment pour être 100% interopérable avec la JVM. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a été très utile pour pouvoir faire un switch de Java vers Kotlin. Progressivement, en fait, on a commencé à avoir d'autres targets. Historiquement, on faisait de l'Android en Java. Ensuite, on a pu faire de l'Android en Java, en Kotlin. Maintenant, le langage requis pour faire, poussé par Google pour faire de l'Android, c'est Kotlin. Mais Kotlin, ce n'est pas que Android. On peut aussi faire des applications web, on peut faire aussi du back-end, et on peut aussi faire, et c'est quelque chose dont on va évidemment beaucoup parler dans cette présentation, du multiplateforme. Avec tout l'avantage du multiplateforme, c'est d'avoir du code partagé. Pour les caractéristiques de Kotlin, justement, il y a quelque chose qu'on a pu apprécier quand on a fait, personnellement, pour avoir fait plus de 10 ans de Java, le switch à Kotlin m'a amené beaucoup de choses que j'ai listées ici comme des caractéristiques clés. Donc tout ce qui est autour du null safety, donc le fameux optionnel qu'on peut retrouver en Swift, tout ce qui est le Elvis operator, on a le fameux smart casting, les types inférés, le principe de data class qu'on a revu après arriver côté Java sous le principe de record, une super interopérabilité avec la JVM et aussi tout un framework de gestion asynchrone qu'on appelle les coroutines. Voilà. Tout ça, évidemment, c'est poussé par JetBrains. Et le gros avantage, que ce soit à la fois un langage qui est développé par JetBrains et qui fait aussi IntelliJ, c'est qu'on a une super intégration pour développer au quotidien via un IDE. Que ce soit Android Studio d'ailleurs ou IntelliJ, et tout ça, c'est gratuit. Là, on se voit aussi, j'ai parlé rapidement de la partie back-end, on verra ça peut-être, si on a un peu de temps, à la fin de la présentation, mais il y a tout ce qui est Ktor, et il y a aussi évidemment le move vers Spring Boot.
Okay. Donc ça, c'était la partie vraiment hyper macro, Kotlin, le langage. Maintenant, on va vraiment parler de Kotlin multiplateforme. Alors, pour mettre en place un projet Kotlin multiplateforme, il y a un petit quick start à avoir. Déjà, ce que j'ai dit juste à présent, c'est qu'on doit installer Android Studio et IntelliJ. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, très important, il faut installer le plugin multiplateforme dans IntelliJ ou Android Studio. Donc ça, c'est très facile aussi, ça se passe dans les préférences plugin. On installe ce plugin d'ailleurs qui a été annoncé et sorti il n'y a pas longtemps à la Kotlin Conf. Ils l'ont complètement réécrit. Ensuite, il faut s'assurer qu'on a bien une variable d'environnement Android Home qui pointe vers le Android SDK. Donc il faut télécharger Android SDK et bien mettre en place cette... Ça, c'est plus pour la facilitation. En vrai, quand vous installez Android Studio, ça le fait pour vous. Mais avec la variable d'environnement Android Home, vous aurez moins de problèmes. Et enfin, et ça c'est le grand problème dont on parlera plus tard, il faut installer Xcode. Pourquoi je dis que c'est un problème? Parce qu'en fait, historiquement, quand on voulait faire du mobile, je vois des développeurs iOS qui rigolent, en fait, quand on voulait faire de l'Android à l'époque, on pouvait très bien le faire sur une machine Linux. Et là, de facto, comme on veut faire de l'iOS et qu'on veut faire aussi une partie native, forcément, on doit installer Xcode, donc on doit avoir un Mac. Dans la dernière version d'IntelliJ, c'est tout récent, ils ont mis en place un outil qui s'appelle le Preflight Checks. Et en fait, quand vous lancez IntelliJ, il va automatiquement scanner votre environnement et il va vous guider si jamais il manque quelque chose. Donc, la plupart du temps, il va vous dire « N'oublie pas d'accepter les conditions de Xcode ou les command lines de Xcode ». Mais donc, du coup, ce qui est vachement bien, c'est que vous le laissez embarquer et le setup se fait de manière très simple. Ça, c'était la partie setup. La partie configuration d'un projet. Donc, là, j'ai mis le logo Gradle. Aujourd'hui, tout projet en multiplateforme a une toolchain, et cette toolchain, elle est propulsée par Gradle. Donc Gradle, c'est une DSL qui permet justement d'aller récupérer à la fois des dépendances et de définir des tâches pour faire une toolchain. On va définir une target. Donc dans notre cas, comme on est en multiplateforme, on va avoir plusieurs targets. On va avoir la JVM, Android, iOS, JavaScript, de plus en plus de targets. Et pour chacune de ces targets, on va devoir créer un source set. Il y a des conventions. La convention, c'est que common main ou common test, c'est pour tout ce qui est code partagé entre les différentes targets. Ensuite, on a JVM main, Android main, iOS main, avec les pendants côté test. Côté Gradle, ça va ressembler à ça. Donc Android target, où on va définir, la partie bleue, c'est vraiment les targets qu'on rajoute, et la partie source set, c'est là où on va pouvoir aller récupérer le code source, et également y ajouter toutes les dépendances, les librairies qu'on voudrait utiliser pour chaque plateforme. En Kotlin multiplateforme, il y a une notion de Kotlin qu'il faut vraiment connaître, c'est le principe de expect et d'actual. Quand on va définir dans common main une interface, par exemple ici plateforme, donc je définis un objet, une interface qui s'appellera plateforme, je vais dire expect dans le common main une fonction qui va faire getPlatform, qui va retourner l'objet plateforme. Et ensuite, je vais devoir faire l'actual implémentation dans chaque source set, donc ici iOS main, ici Android main et Java main, dans laquelle je vais pouvoir définir les implémentations spécifiques à la plateforme. Vous voyez bien, c'est bon? Oui. Petit aparté rapidement. Vous voyez, j'aurais pu tout à fait faire une classe et du coup faire un expect class platform. Ce que je trouve qui est assez séduisant, c'est qu'on peut tout à fait définir cet objet, changer l'objet directement dans la target, dans le source set, et ensuite juste exposer une fonction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adopter le plus possible, éviter de faire des expect class qui peuvent être très lourds et qui peuvent en fait vous restreindre si jamais vous voulez par exemple faire des tests ou vous introduisez par exemple un framework d'ingestion de dépendance, vous pourrez faire des tests plus facilement et de manière générale, il vaut mieux privilégier le polymorphisme si jamais vous voulez avoir un Android plateforme voilà, qui est partagé avec quelque chose de plus Android et qui extend par exemple, je ne sais pas, une activité
n'importe quel objet de type Android. Donc prenez bien cette pratique pour vraiment se dire qu'est-ce que j'embarque pour chaque target. Ça, c'est la partie multiplateforme. On va tout de suite aller dans la partie Jetpack Compose. Alors, ça va être la partie un peu la plus velue de la section, parce qu'en fait, pour comprendre Compose multiplateforme, il faut vraiment comprendre Jetpack Compose. Avant tout ça, juste on prend un peu de recul et on va se dire, OK, Jetpack Compose, par rapport à Android View, ou même par rapport à SwiftUI, ou par rapport à historiquement ce qu'on avait sur React, il y a un paradigme qui est mis en place qui est en fait une UI déclarative au détriment de ce qu'on avait pour habitude de faire, qui était des UI impératives. Le UI impérative, tel qu'on l'a décrivé autrefois, sur Android du moins, c'était un fichier XML dans lequel on allait binder en fait, chaque élément visuel du fichier XML dans la partie Java ou Kotlin, et ensuite on allait agrémenter, donc on allait décrire tout simplement comment nous allions faire les choses, étape par étape. Ce qu'on a remarqué au fur et à mesure des années, c'est que en décrivant les étapes, en décrivant ce qu'on veut faire étape par étape, on introduit de la complexité dans la gestion des états. Il faut faire un invalidate pour rafraîchir la UI. Des fois, en fait, on a des bugs qui peuvent être difficiles à traquer à cause de ça. Et on peut aussi avoir des performances imprévisibles dans le sens où on va souvent ou trop souvent invalider là où ce n'est pas forcément nécessaire et dans ce cas-là, dégrader potentiellement les performances. C'est là où, et à la base, historiquement, React a introduit la UI déclarative, qui est très très intéressante, c'est qu'on décrit ce qu'on veut comme résultat final. Ça implique qu'en fait, une UI, c'est une fonction d'un state. Donc le UI égale f de state. Bon, vous excuserez, je me suis dit que c'était plus simple à comprendre qu'un UI state qu'on va donner dans une fonction qui va nous produire la UI. Grâce à ça, en fait, on s'assure qu'on ne peut pas avoir de mutation directe des vues. Ça nous laisse donc une meilleure prévisibilité, c'est plus fiable, et donc en fait, on a un seul état, une seule UI. Donc on va vraiment penser par state. En général, les performances seront optimisées dans le sens où en fait, c'est le système qui va automatiquement rafraîchir ou invalider la UI. Pour un exemple, comme on faisait sur Android historiquement, entre la UI impérative, donc je décris ce qu'on doit faire, donc imaginez que j'avais le fichier XML d'un côté, j'allais récupérer l'instance de la TextView en faisant un findViewById dans la partie XML, et j'allais décrire que quand je clique sur le bouton, je fais un counter et potentiellement j'update la UI. Côté déclaratif, donc là c'est ce qu'on va revoir par la suite dans la partie multiplateforme, enfin compose et compose multiplateforme, c'est un composable dans lequel il y a une variable counter, et en fait je décris simplement colonne text button, et en fonction du clic, je change la variable. Donc ça, ce code-là, en fait, si on regarde du SwiftUI, je pense qu'on n'est pas très loin. C'est très simple de comprendre SwiftUI et Compose à ce niveau-là. Allez, c'est la partie la plus compliquée. Du code Kotlin au rendu à l'écran sur Jetpack Compose. Donc là, vraiment, on va aller plus bas niveau. Il y a plusieurs étapes qui se passent pour passer du code Kotlin au rendu à l'écran. On va partir du code source Kotlin, on va ensuite compiler, on va sortir du bytecode Android, et ensuite, quand on va lancer tout ça, on aura un processus de rendu runtime. Le code source Kotlin. Donc, imaginons, on a ce composable. Ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment l'annotation composable. C'est une annotation qui a été introduite par Jetpack Compose pour définir des fonctions d'interface déclaratives. Donc, contrairement à une simple annotation de balisage, Compose, et donc l'annotation composable, elle sera traitée par le compilateur Kotlin comme une extension du langage. Un peu comme, pour ceux qui ont fait des coroutines dans Kotlin, le mot-clé suspend. Et ça, c'est grâce à un plugin de compilateur dédié qui autrefois a été géré par Android et qui a été repris récemment par Kotlin. Donc l'annotation n'implique aucune étape de pré-processing. On utilise par exemple pour générer du code des outils comme KSP. Ici, il n'y en a pas du tout.
Il n'y a pas de processeur d'annotation. Composable, en fait, il se comporte un peu comme un mot-clé natif du langage. La partie la plus velue, c'est la partie compilation. Donc c'est à partir de ce composable qu'on a vu, qu'est-ce que va faire le compilateur? En fait, il va faire pas mal de choses, et on va le voir ensemble. On part juste de cet exemple-là, et si je regarde ce que me fournit le compilateur avec ce simple code, voilà le résultat. Et si je vous dis qu'on va regarder en détail qu'est-ce qui se passe, vous allez peut-être avoir peur, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc il y a plusieurs phases qui se passent au niveau de la compilation. Le premier, c'est l'ajout de paramètres synthétiques. Donc toute fonction marquée par composable va voir sa signature enrichie de paramètres. Alors pour rappel, on avait juste un name en paramètre. Donc il va voir sa signature enrichie de paramètres supplémentaires, et tout ça, évidemment, comme c'est géré par le compilateur, ça va être invisible pour le développeur. Donc on va rajouter un paramètre composer qui, elle, sera l'instance du runtime qui va porter la slot table. Alors, ne vous inquiétez pas, la slot table, on va juste l'expliquer après. Et également, en plus de ça, des fonctions utilitaires. On va avoir le paramètre changed, qui est un entier de bits qui permet de savoir, qui code l'état des paramètres et qui permet de savoir tout simplement si ça a changé depuis la dernière exécution. En gros, c'est le flag qui va nous permettre de savoir si oui ou non j'invalide et donc du coup je recompose la UI. Donc c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que les fonctions composable, elles forment un type de fonction très très distinct. Et en fait, on ne peut pas appeler une fonction de code non composable à l'intérieur, parce qu'il y a une notion de contexte de composition. Donc tout simplement, on avait notre exemple de name, le compilateur a rajouté un composer et un int qui est un entier de bits. Donc, je vous ai parlé de la slot table juste avant. La slot table, c'est quelque chose qui est très très important. Imaginez un peu comme un tas ou une heap sur la JVM. La slot table, elle est vraiment mise à part. Elle agit donc comme une table mémoire, et c'est là où va être stockées les informations qui vont être nécessaires au processus de recomposition de l'UI. Donc de composition pour la première fois et de recomposition. Son objectif, c'est d'enregistrer la hiérarchie des composables. Toute UI, comme on a vu tout à l'heure avec une colonne et un texte, est en fait un graphe. C'est elle qui va hiérarchiser chaque composable, l'enregistrer. Ensuite, elle va optimiser cette recomposition pour éviter des changements d'invalidation trop fréquents. Et tout simplement, elle va voir comment je peux faire correspondre un ancien composable à une version précédente. Donc ça, c'était le petit aparté. Ensuite, quand on a changé la signature, on va rajouter un groupe de composition et de clés. C'est le plugin qui réécrit le corps de chaque fonction. Et il va entourer le contenu de la fonction de balises. Donc chaque appel ou chaque bloc de lambda également sera délimité en un groupe. Ce groupe, il va être identifié par une clé unique qui va être générée par le compilateur. Donc généralement, cette clé ne va pas changer, elle doit être constante tant que le code n'est pas modifié. Donc entre deux compilations, le code va être modifié potentiellement, puisqu'on développe. Donc là, le hash va être régénéré. Et en fait, tout simplement, les groupes d'encapsulation, ils vont servir en fait de repère à la slot table pour mieux gérer son enregistrement et son graphe de UI. Et c'est là où on a composer start, restart group en début de fonction, composer end restart group à la fin. Donc dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on a vu qu'on a changé la UI, la fonction en rajoutant des paramètres dans la fonction, et en même temps on a wrappé avec un start group et un end restart group. Pardon. Ensuite, propagation du statut des paramètres. Donc le compilateur génère du code pour propager et évaluer les changements de paramètres. C'est là où on va voir que le fameux bit d'entier change va être potentiellement réutilisé pour appeler le composer change pour savoir si oui ou non on doit se recomposer. En fonction de tout ça, on saura si on doit skip automatiquement, si les paramètres sont stables, si tout va bien.
Donc c'est l'exemple ici. Donc on met une variable, enfin c'est le compilateur qui met une variable dirty, qui va vérifier en fonction d'un changement potentiel, changer la valeur. Et comme vous pouvez le voir dans le code, composer skip to group n, si en fonction de la partie texte, donc le name, le paramètre de fonction, a changé, oui ou non. Dans mon exemple, là c'est un peu plus velu, je ne l'ai pas montré, mais ici il y a aussi quelque chose qu'on va voir juste après, qui est la gestion des appels à remember et le stockage de l'état. Donc c'est hyper important puisque ça permet de conserver un state entre deux recompositions. Et ça va s'appuyer sur la mémoire de composition plutôt que sur des variables globales. Et donc un paramètre booléen peut être passé quand on va donner un var count by remember, il va automatiquement être changé par le compilateur. Donc on va avoir un var cache à true pour dire si l'argument doit être invalidé, s'il est bien ou pas mis dans le cache. C'est quelque chose qu'on va voir juste après. Je ne l'ai pas mis dans l'exemple parce que ça complexifie un petit peu. Donc globalement, le composer va alors envoyer la valeur mémorisée existante et cette valeur, elle est stockée dans la slot table. Et ça marche également pour le principe de lambda, pas forcément que des types ou des objets qu'on pourrait passer. Ça, c'est spécifique aussi au langage de programmation Kotlin. Il y a également une optimisation qui va se passer. Donc c'est la partie structure de contrôle conditionnel. Donc il va recomposer un arbre UI. Donc c'est tout le principe qui est géré dans la slot table. Par contre, en fait, il va se dire, oui, mais là, peut-être qu'en fonction des valeurs, je vais peut-être aller sur ce if, ou alors si je suis dans une for loop, il va automatiquement faire des variations de structure. Donc il a besoin de rester cohérent. Pour rester cohérent, donc dans le cas où il y a des if, ou dans le cas où il y a des for loops, le code va insérer des appels à start replaceable group, avec également des clés distinctes. Tout ça, évidemment, c'est pour préserver l'intégrité de la slot table. Enfin, le scope de recomposition, le restart table, il va recomposer tout l'arbre UI, il doit anticiper chaque variation de structure causée par des conditions, et grâce à cela, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de faire de recherche complexe, chaque segment d'UI est donc lié à une fonction prête à l'emploi de recréation. Et ça, c'est à la toute fin du code, c'est grâce au update scope et qui est appelé juste après le n restart group. C'est la fonction de rappel qui permet de relancer si besoin de recomposition il y a, alors ce sera grâce à cette callback, en gros, update scope. Donc si je reprends mon exemple, on avait chaque partie qui ont été intégrées, donc le changement de profil, la partie start restart group, la partie end restart, tout ça c'est pour vérifier si oui ou non les paramètres ont changé, si je dois ou pas skip, parce que c'est déjà bien affiché, et ensuite la fonction de rappel. Ouais, c'était la partie la plus compliquée. Ça va? Ouais, ok, tout le monde parfait, top. Partie bytecode. Alors, l'objectif de Jetpack Compose, c'est de déporter le plus de travail possible à la compilation. On l'a vu là, il y a quand même pas mal de boulot qui se fait d'optimisation pour que l'exécution soit aussi directe et performante que du code impératif, qui serait lui optimisé. Le compilateur réalise plein d'optimisations sur le bytecode également. L'inlining des fonctions et également, et ça c'est un outil dont je parle ici, qu'on appelle aussi ProGuard ou R8, qui va lui faire une passe sur tout le code qui est généré après la partie point classe pour faire un joli point dex qui sera lui réutilisé après coup, donc mergé avec les ressources pour finalement nous proposer un APK ou un AAB optimisé et clean. C'est quelque chose d'important si jamais vous êtes amené à lancer un projet en Compose ou en Compose multiplateforme sur Android et que vous trouvez que, par exemple, vous avez une liste avec beaucoup d'items et ça gratte un peu. Attention, parce que vous êtes probablement en mode dev, donc il n'y a pas la passe R8 qui, elle, va tout nettoyer. Donc quand vous voulez développer, allez-y sur la partie dev, mais si vous voulez vraiment inspecter les performances de votre application, faites un build en release
sur lequel il y aura une passe de R8 parce que ça va beaucoup nettoyer du code inutile. Donc une fois que l'application est compilée et qu'elle est lancée sur la target, c'est le runtime de Jetpack Compose qui va prendre en charge l'exécution des composables et donc la mise en place de la mise à jour de l'UI. Ce runtime, il s'appuie donc sur un concept central, et là je récapitule un peu tout ce qu'on a vu, la slot table, le composer, et forcément le principe de recomposer. Donc là, ce n'est pas un objet recomposer, c'est recomposer, je viens de me rendre compte, composer, recomposer. Enfin, alors ça, je vais aller très brièvement dessus parce qu'il y a beaucoup de conférences, on en parle vraiment dans beaucoup de confs, et il y a beaucoup d'articles à ce sujet-là. C'est les 3 phases de rendu d'un frame en compose au runtime. Donc il y a 3 phases, la phase de composition, la phase de layout et la phase de drawing. La phase de composition, tout simplement, c'est quoi montrer. Donc c'est compose qui va décrire le graphe UI, donc la description de la UI. Le layout, c'est où est-ce que pour chaque élément de ce graphe, on va placer cet élément donc dans un gros conteneur, où est-ce qu'on va placer cette UI. Donc c'est vraiment en 2 dimensions pour le coup, et ça va se faire en 2 étapes, la partie on mesure la taille et la partie on la place dans son parent. Et enfin la dernière étape, le rendu, donc c'est la partie un peu, on met de la belle peinture, c'est les éléments qu'on va draw sur le Canva. Et ça, c'est hyper important, on va en parler plus tard. Draw sur le Canva, pour ceux qui font du Flutter, ça doit vous parler aussi. Ah oui, j'avais promis que j'en parlerais vite fait. Dans notre exemple de tout à l'heure, on voit qu'on a un counter et un mutable state et un remember. Quand vous allez faire de compose, vous allez peut-être être surpris dans un premier temps par ces mots-clés. Mais là, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on s'est dit comment marchait le compilateur. Et maintenant qu'on sait comment fonctionne le compilateur, on va comprendre très simplement à quoi servent ces mots-clés. Pardon. Hop. Là, vous voyez ? Ouais, c'est bon. Donc, le mutable state... Voilà, c'est ça. Le mutable state of, il va... Le mutable state of, il va créer un état qui va être observable. Ça veut dire qu'on va créer une valeur observable qui va dire au composeur, et via la méthode de recomposition, en fait, attention, cette valeur change. Donc, dans notre exemple, counter a changé, donc count value a changé, et tous les composables vont être recomposés. Donc ça veut dire qu'en gros, vous dites, en tant que développeur, voici cette valeur, et dès que cette valeur est changée, je veux que tu redessines, que tu te recomposes. Et le remember, en fait, c'est très simple, c'est une valeur qui va être stockée et validée pendant une recomposition. C'est comme si vous la mettez de côté, elle va faire en sorte qu'elle ne soit pas recréée à chaque recomposition. Donc en fait, le combo remember avec un mutable state of, c'est le meilleur moyen de sauvegarder entre 2 recompositions une valeur qui, elle, va être observable, et dès que vous la changez, vous allez déclencher la recomposition. Je l'ai résumé ici. Créer un état observé, mémorise une valeur entre 2 recompositions. Donc à partir de là, normalement, vous avez tous les outils pour pouvoir faire votre première UI en Jetpack Compose. Maintenant, on va parler Compose multiplateforme. Donc du code Kotlin au rendu à l'écran. La même chose, et vous pouvez constater que c'est finalement à peu près la même section en Compose multiplateforme qu'en Jetpack Compose, forcément. On a du code source qui est cette fois partagé, et une petite nuance. Une compilation qui va être spécialisée, on va y revenir. Évidemment, on va ne plus faire des points d'ex, puisque c'est en fonction d'iOS ou de la plateforme. Donc on va créer du code en fonction de la plateforme. Et le processus de runtime, vous allez voir, il est très similaire. Donc, la partie code source partagé, on l'a vu tout à l'heure avec le principe de source set et de target. On récupère tout le code Kotlin directement entre le common main et, par exemple, iOS main. La compilation spécialisée. Donc là, on va arriver un peu dans des détails côté iOS. Compose multiplateforme pour iOS, il utilise le même compilateur Compose, puisqu'il est à la partie Kotlin. Mais lui, contrairement à Kotlin JVM,
il va cibler Kotlin native. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la partie Kotlin. On peut également faire du code Kotlin qui n'est pas que pour de la JVM, mais également du Kotlin native, donc qu'on va utiliser pour la partie iOS. Il y a quelque chose à savoir ici, c'est que comme ça n'utilise pas le même compilateur, en fait, il n'y a pas R8 sur iOS, puisque ce n'est pas du bytecode Java. Et en fait, l'optimisation, elle, va reposer sur le back-end LLVM qu'on peut trouver, et donc l'édition de liens qu'on peut trouver sur iOS. Donc le code composable, c'est la même chose, insertion de paramètres, composer, tout ça, on l'a vu, c'est la même chose. Le pipeline iOS, par contre, ça c'est quelque chose qu'on va revenir, lui, il va générer un XCFramework. Il va contenir tout le code natif et les ressources de Compose directement dans ce XCFramework. Le processus de rendu du runtime. Il y a des différentes implémentations. Donc sur iOS, on va observer une absence de choréographeur. Choréographeur, c'est utilisé sur Android justement pour pouvoir rafraîchir et donc orchestrer la partie visualisation UI. C'est tout ce qui est en gros l'invalidation entre une certaine clock, donc un FPS, c'est le mécanisme de scheduling pour rafraîchir la UI, tout simplement. Donc par défaut, les recompositions et le rendu, ils vont s'effectuer sur le thread principal iOS. Ça, c'est quelque chose d'important, on en reparlera après. JetBrains est en train de travailler sur justement un moyen, donc c'est déjà en optime, de déporter le rendu sur un autre thread sur iOS pour que ce soit encore plus optimisé. Il y a quand même un rendu de runtime qui est différent, c'est la gestion de la mémoire et donc du multithreading. Donc JVM Art, ça bénéficie d'un garbage collector concurrent, justement, qui minimise les pauses. Qu'est-ce que ça veut dire un garbage collector concurrent? Ça veut dire que quand il a besoin de travailler, en fait, plusieurs garbage collectors peuvent travailler simultanément, parce qu'ils sont concurrents. Là où sur Kotlin Native, il y a un seul garbage collector qui est sur le principe de mark and sweep et qui, lui, est non concurrent. Ça veut dire que si on est sur une liste avec énormément d'items et qu'on doit vraiment exploser et donc du coup faire appel au garbage collector, la partie non concurrente peut amener des fois effectivement un petit lag, un petit grattage du coup sur iOS. Pareil, là l'idée ce serait de basculer sur un garbage collector qui serait concurrent. Sur iOS, on a le rendu sur Android d'abord, pardon. J'ai parlé tout à l'heure de Draw on Canvas, et j'ai dit aussi que ça pouvait parler à des personnes qui ont déjà fait du Flutter. Ce qui est intéressant, c'est que Jetpack Compose ne s'appuie pas sur l'historique Android Views, celui qui était classique pour dessiner des widgets. Il opère principalement sur une hiérarchie de layout nodes qu'on a vu tout à l'heure, qui est gérée via également la slot table, qui est très propre à Compose, mais tout ça se fait via un dessin sur le canvas, via un binding Android View, donc c'est un widget Android View avec un objet spécifique dans lequel on va pouvoir faire du draw on canvas. Sur iOS, l'UI, elle va être dessinée via Skia, c'est la bibliothèque graphique, via une surface native iOS. Donc sur iOS, Compose multiplateforme ne peut pas directement utiliser du SwiftUI ou du UIKit pour représenter ses composants. Tout l'intérêt d'utiliser donc Compose, c'est en fait d'avoir ce binding, donc un binder qu'on va voir après, contrôleur view, ou un Android View qui va faire la passation entre le vieux mode UIKit ou Android View vers justement une box dans laquelle on va faire du draw on canvas. Ça, c'est la partie rendue. Attention, parce que Skia, c'est donc le moteur graphique. Pour que tout ça fonctionne, JetBrains travaille sur la partie Skiko, en fait, qui est une surcouche, on va dire, un binder Kotlin vers Skia. Donc toute amélioration propre à Compose multiplateforme sur iOS doit forcément passer sur également des améliorations côté Skiko, qui, elles, dépendent du moteur graphique Skia, et je ne sais pas qui maintient Skia aujourd'hui, j'imagine que c'est une entreprise ou je ne sais pas où, un projet open source. Donc là, je parlais de la UI. Pour résumer,
sur Compose multiplateforme, on a Kotlin JVM compilateur, donc le code common main Android main qui est compilé vers du bytecode JVM. On a le Compose compiler plugin qui va transformer les composables avec optimisation Android. Et on va faire un APK, on va faire du DEX à l'issue de tout ça. On a vu que ça utilise Art, donc ça c'est forcément sur Android. Ça fait du Canvas API, ça utilise Skia directement, ça n'utilise pas Skiko. Et on a toute la partie binding Android. Sur iOS, donc c'est Kotlin native, ça utilise le Compose compiler plus Skiko. Et à l'issue de tout ça, on va faire un XC framework, donc un iOS framework. Donc ça utilise en garbage collector LLVM, Skia iOS, donc Skiko. Et en fait, tout ça, ça va, grâce à Skia, utiliser la partie métal de iOS pour le rendu, ce qui donne cet effet justement très natif. La partie desktop, bon, ça c'est très similaire, Kotlin JVM, Compose desktop, runtime, donc pareil, il y a la partie Skia JVM, et sous le capot, eh ben, on retrouve notre bon vieil ami de nos cours d'école d'ingé, notre bon vieux Swing, avec un peu d'OpenGL. Donc là, on a tous les outils maintenant pour faire du Compose multiplateforme, et on va faire une application audio. Je me suis dit, c'était hyper intéressant, quand j'avais écrit ça, je me suis dit, mais en fait, là, je peux, pour une fois, jouer n'importe quel type de morceau que je veux. Je ne suis pas obligé d'utiliser du MP3, je peux utiliser n'importe quel format audio. Je pense que c'était une question que je me suis posée, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le MP3 ? Globalement, c'est vrai qu'on l'utilise tous en se disant, enfin, moi en tout cas, personnellement, j'ai toujours utilisé en me disant, oui, bah, c'est plus léger, bon, il y a une perte de qualité, mais est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que j'arriverai à faire une distinction entre un point Wave et un MP3 encodé à 320 kilobits? Est-ce que j'arrive à le faire? Donc je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant qu'on parle 2 secondes de l'algorithme en fait, de MP3. Donc dans tout processus analogique numérique, on part d'un son analogique évidemment, qu'on va numériser en PCM, donc ça c'est sans perte de qualité, en fonction de l'échantillonnage. Et en fait, derrière, quand on va encoder en MP3, on va exploiter les propriétés de l'audition humaine. Et en fait, tout ça, c'est appliqué via un modèle psychoacoustique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines fréquences que de toute façon, nous humains, on n'est pas capable d'entendre. Donc, en fait, sur un son analogique, quand on veut le numériser, si on remet une couche d'encodage, autant enlever toutes les fréquences, notamment, que nous, humains, ne sommes pas capables d'entendre. Et c'est en fait sur ça que repose la partie encodage MP3. Donc, globalement, petit aparté sur de la musique, parce qu'on fait quand même une application musicale. Il y a 4 étapes dans l'encodage du MP3. L'analyse spectrale, donc c'est nos bonnes vieilles transformées de Fourier pour décomposer en sous-bandes. Ensuite, on va appliquer ce fameux modèle psychoacoustique. Donc on va masquer les fréquences que de toute façon l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre en fonction d'un certain seuil d'audibilité aussi pour certaines fréquences. Et tout ça, on va le quantifier en fonction de l'importance perceptuelle. Donc on va allouer plus ou moins des bits selon l'importance de ces fréquences. Et derrière, on va encoder tout ça avec une bonne compression, cette fois sans perte, avec un codage classique. C'est un algorithme, je crois que ça s'appelle de Hoffman. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a parti d'un PCM, donc quelque chose, ou un Wave, vers du MP3. Sur la partie mobile, l'audio, en fait, c'est là où c'est super cool, c'est que, en fait, ça fait des années qu'on fait de l'audio sur mobile, même sur ordinateur, évidemment, donc on a plein de librairies. On a la chance que chaque plateforme nous met à disposition des bibliothèques matures, nous permettant de faire quand même pas mal de choses. Pour moi, la principale difficulté, et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est de trouver un peu un contrat d'interface commun. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va souvent rencontrer quand on veut faire quelque chose de très natif en Compose multiplateforme, c'est qu'on va avoir potentiellement une bibliothèque iOS, une bibliothèque Android, une bibliothèque desktop. Très bien, elles sont matures, elles fonctionnent très bien, mais elles ont chacune une API différente. Alors vous allez me dire, d'accord Renaud, il y a Play, oui, il y a la fonction Play. Par contre, il y a plein d'autres fonctions. En fonction, par exemple, de certaines librairies, on va devoir préparer le média. Donc on va faire un prepare avant de faire un play. Donc là, la recommandation,
c'est qu'il y a peu de chances que les API des 3 bibliothèques soient identiques. Donc malheureusement, quand on fait du compose multiplateforme, il faut se dire quel est mon contrat de base, et on va devoir un peu tordre tout ça pour essayer de faire rentrer la librairie dans cette interface commune. Donc on a Media 3 sur Android, on a AV Player sur iOS par exemple, et un Basic Player qui est une librairie également qu'on a sur la JVM. La partie Groovebox, on est parti, on va coder, ça y est. Pour faire un projet multiplateforme, on va sur le wizard de Kotlin multiplateforme. Il y a plein de templates qui ont été mis à disposition, tout est à jour. Là en plus c'est parfait, il y avait la Kotlin Conf il y a 2 semaines, donc ils ont vraiment bien mis à jour tous les templates, donc si vous voulez vous y mettre, c'est maintenant. Et on va architecturer notre projet de manière assez classique pour du mobile, que ce soit sur de l'iOS ou de l'Android. On va faire 3 couches. Alors, comme on se dit, on va faire du streaming musical, c'est cool, on va mettre une partie serveur, puis on fait du Kotlin, on va mettre la partie serveur également, et on va avoir du code partagé côté shared, qui lui sera l'audio player. Donc c'est vraiment notre service d'audio player, avec une implémentation iOS, une implémentation Android, et une implémentation JVM qui va être spécifique et qui va utiliser sous le capot Media 3, AV Player ou la lib Basic Player, en fonction de la target. Côté serveur, en fait, on va juste faire un petit endpoint en Ktor, ça va prendre 3 secondes, qui va nous permettre justement d'envoyer un file, du coup ici un MP3. Enfin, ça c'est une pratique assez courante, on va récupérer tout ça via un viewModel, et ce viewModel, là on est plutôt proche de la programmation typique Android avec du Jetpack Compose. Ce viewModel, on va le binder à un composable, qu'on appellera ici Music Player, qui lui va être intégré dans un composable d'app. Je fais juste un aparté rapidement qui est autour de la scalabilité. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est un tout petit projet et vous allez vous dire, ouais, ok, d'accord, très bien, pour un POC, c'est génial, pour jouer, c'est génial. Est-ce que c'est scalable? Pour que ce soit scalable, il faut quand même mettre en place quelques outils. Donc là, je vous donne vite fait des pistes pour si vous devez être amené à faire grossir un projet. Donc on a Coin, le framework d'injection de dépendance. Ils ont sorti la version 4.1 cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. C'est très frais et en fait ça vous permet de récupérer, d'injecter beaucoup de plateformes spécifiques. Par exemple l'Android Logger qui va vous envoyer directement chaque log sur Logcat. J'ai mis un outil, globalement j'ai mis Kermit, mais c'était surtout pour que vous surveilliez tout ce qui se passe côté TouchLab. Ils sont très 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 investis dans tout ce qui est développement Kotlin multiplateforme. Donc regardez ce qu'ils font, généralement ils essayent d'itérer sur pas mal de solutions. Et la partie Gradle, la partie Gradle, on sait que JetBrains ils bossent dessus ardemment. Ils ont un projet qu'ils ont appelé Hamper, ils n'en donnent pas trop de nouvelles, je pense qu'ils se prennent des murs. Effectivement, c'est peut-être un frein, surtout sur la partie iOS, à l'évolution de votre projet. Et en fait, un gros désavantage de tout ça, c'est que on fournit à la fin, côté iOS, un XC Framework. Donc si vous modularisez en plein de modules Gradle, à la fin, vous allez vous retrouver avec un énorme XC Framework, donc ce qui peut amener effectivement à une application un peu grosse. Et on a tout frais en alpha la partie hot reload, donc ça c'est quand même assez cool. Bon, je pense que ça peut faire sourire des devs Flutter, mais effectivement ça arrive. Il me reste combien de temps? 1 minute, ok. Partie conclusion du coup. Inconvénient, je vais directement sur la partie inconvénient. Puisque Compose sur iOS dessine tout lui-même, on pourrait craindre des performances moindres. Ainsi qu'une interface UIKit native qui utilise des composants qui sont par rapport à une interface native qui utilise des composants optimisés. Je pense qu'un des inconvénients, c'est qu'effectivement, il y a une maturité inégale selon les plateformes. Aujourd'hui, iOS est considéré comme stable, c'est top. Desktop était stable déjà depuis 1 an, et Android, évidemment, lui, ça c'était pas un sujet. Des fois, on peut ressentir un look and feel non natif. Effectivement, si on fait du Jetpack Compose, enfin du Compose multiplateforme et qu'on utilise un matériel thème sur un téléphone iOS, ça peut être perturbant. Et ça, c'est une problématique similaire sur toutes les technologies cross-platform potentiellement. Ce dont je parlais tout à l'heure, la taille des binaires, surtout sur iOS, et les outils et l'écosystème qui est assez limité, mais là, JetBrains, ils sont vraiment en train de mettre le paquet. Et de toute façon, c'est eux qui gèrent leur propre IDE, donc ils peuvent
vraiment nous donner tout clé en main. Je voulais revenir rapidement sur le rendu Skia, qui est très performant, qui alimente Chrome, Flutter. Donc pour des UI classiques, Compose, il peut atteindre la fluidité native. Flutter, il utilise aussi Skia. Il a montré avec Skia, et ils ont sorti Impeller, qu'on peut utiliser le natif. Donc Compose suit la même voie. Quelque chose d'important, c'est que pour moi, Flutter a un peu d'avance, surtout sur la partie optimisation iOS. Par contre, JetBrains a annoncé que la partie Skia Graphite va résoudre beaucoup de soucis gratuitement et avec un boost de perf. Donc là, il faut rester vigilant sur quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Donc globalement, j'ai un peu récapitulé toutes les données ici, performance native réelle par rapport à Flutter, performances qui sont très correctes, voire qui ressentent le partie native. La partie React Native, c'est un écosystème JavaScript. On a le hot reload sur Flutter, on a le hot reload qui arrive sur multiplateforme. Le gros avantage, c'est qu'on a accès à plein d'API natives. Donc là, par exemple, la vPlayer, très simplement, ou même des librairies sur Android qui ont été éprouvées. Globalement, pourquoi Compose multiplateforme se démarque? Pour moi, parce qu'on a vraiment de très bonnes performances, même sur de grosses applications. On a la chance de bénéficier de tout l'univers Android qui est là depuis très longtemps, qui est unifié, avec beaucoup de documentation. Donc c'est très simple de monter en compétence sur Android. Enfin, une fois qu'on est monté en compétence sur Android, de monter en compétence sur Compose multiplateforme. Là, je parlais de l'UI déclarative moderne, d'une productivité que moi j'ai ressentie qui est explosée. Déjà, de facto, quand je suis passé de Java à Kotlin, j'ai senti la productivité qui a explosé. Ensuite, de UIKit à Jetpack Compose, pareil. Et maintenant, me dire que pour le même code, potentiellement, je peux faire l'appli iOS, le desktop, et prochainement la partie WebAssembly, c'est quelque chose qui me donne, et ce sera un peu la conclusion de cette présentation, qui me donne l'impression qu'en tant que développeur spécialisé sur la partie Kotlin aujourd'hui, la partie back-end également qu'on peut rajouter me donne l'impression que je peux vraiment faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie. Je sais que j'ai un petit peu débordé. Merci à MusicWork, donc c'est un de mes clients sur lequel j'ai pu travailler sur un projet de Music Player. Merci à tous les organisateurs du DevLille. Merci à vous. Je vous donne le code source. Je vais mettre la petite musique. Je vais vous montrer quand même juste avant qu'on se quitte. Mais si vous voulez prendre une photo pour regarder le code source de tout ce projet, tout se situe là. Bon, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures de Compose multiplateforme. En tout cas, je vous remercie de votre écoute.